Salut à toi, ami rôliste. Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'âmes égales, le podcast francophone consacré à Daggerheart. Je m'appelle Pierre et je suis maître du jeu et joueur depuis plus de 5 ans dans divers systèmes de jeu jusqu'à ce que je tombe amoureux de Daggerheart. Dans cet épisode, je vais parler des combats dans Daggerheart et du système de projecteurs pour que chacun puisse participer à l'action. Dans Daggerheart, le combat se déroule en tour par tour. Ce qui signifie que, chacun à son tour, chaque personnage impliqué dans le combat peut réaliser une ou plusieurs actions en fonction de ses capacités et de l'environnement. D'une manière générale, pour un joueur pendant un combat, il est possible de se déplacer jusqu'à une distance proche et de réaliser ensuite une action nécessitant un jet d'action, comme par exemple attaquer un ennemi, lancer un sort qui demande un jet d'incantation, manipuler un mécanisme ou encore se cacher dans les ombres. Ce jet se réalise avec des dés de dualité et donc peut générer de l'espoir ou de la peur. Comme tout autre jet d'action, le joueur concerné peut utiliser ses expériences en utilisant un espoir et peut même lancer une attaque en duo en dépensant 3 espoirs. Quand un adversaire utilise son tour, il peut également se déplacer sur une distance proche et utiliser une action pour attaquer ou lancer un sort par exemple. Contrairement au joueur, le MJ n'utilisera pas les dés de dualité, mais un dé à 20 faces pour résoudre ses actions, et utilisera les bonus propres à cet adversaire pour s'adapter à la situation. Il peut même dépenser de la peur pour activer des capacités spéciales, ou pour se donner des bonus liés à l'expérience de cet adversaire. Mais comment déterminer l'ordre du tour ? Autrement dit, comment fait-on pour savoir qui joue à quel moment ? Contrairement à d'autres systèmes de jeux de rôle, Daggerheart n'utilise pas la méthode d'initiative, qui consiste à déterminer l'ordre des joueurs en début du combat en faisant un lancer de dés. Dans Daggerheart, chacun joue presque quand il veut. Quand les joueurs ont la main, on dira qu'ils sont sous le projecteur, un peu comme un acteur sur scène. La lumière est braquée sur lui et le met en avant. De la même manière, lorsque c'est le tour des joueurs, n'importe qui peut jouer, mais un seul d'entre eux peut jouer à la fois. Il faudra que le groupe se mette d'accord, ou que quelqu'un annonce rapidement ce qu'il compte faire pour décrire son action. Une fois l'action décrite, on joue cette action et on fait le jet de dés approprié. Dans le cas d'une réussite avec espoir, non seulement l'action est réussie, mais les aventuriers sont galvanisés par cette réussite et peuvent rejouer. N'importe quel joueur peut jouer son tour, même le joueur qui vient tout juste de jouer. Il est cependant important que le groupe se mette d'accord pour que tout le monde puisse jouer son tour. Si les règles de base laissent libre les joueurs de décider qui prend l'action, il est plus amusant que tous puissent participer. Si le groupe n'arrive pas à équilibrer qui sera sous le projecteur, n'hésitez pas à utiliser un système de marqueurs d'action pour noter qui a fait une action et qui n'en a pas encore fait, pour que tout le monde puisse avoir son moment. À vous, en tant que groupe, de trouver le système qui vous convient. Ça, c'est si vous réussissez vos actions avec espoir. Mais si jamais vous échouez une action, ou que vous réussissez avec peur, c'est le maître du jeu qui récupère le projecteur pour le braquer sur un adversaire. Le MJ peut également interrompre une chaîne d'action des joueurs. En dépensant une peur de sa réserve, il récupère le projecteur. La dernière façon de prendre la main, c'est si jamais les joueurs offrent une occasion en or pour un adversaire. Imaginons un exemple simple. Un adversaire est placé près d'un précipice, et un personnage s'est malencontreusement reculé pour mieux viser avec son arc, mais se retrouve juste à côté de cet adversaire et du vide. Il décoche la flèche et abat un monstre volant plus loin avec un jet réalisé avec espoir. Normalement, les joueurs devraient continuer à réaliser leurs actions. Mais l'occasion est trop bonne, et le MJ décide de prendre la main, gratuitement, sans dépenser de peur, pour tenter de faire basculer l'archer dans le vide. Une fois que le MJ a réalisé une action, il doit rendre la main au joueur, sauf s'il dépense une peur pour continuer les attaques. Dans ce cas, il doit mettre le projecteur sur un nouvel adversaire qui n'a pas encore agi depuis que le dernier joueur a réalisé une action. Seuls certains adversaires, plus puissants, peuvent agir plusieurs fois entre les tours des joueurs. Cela est clairement indiqué sur leur fiche de statistiques. Le maître du jeu peut également utiliser la peur pour faire d'autres actions, comme faire apparaître de nouveaux adversaires ou jouer une action liée à l'environnement. Quand le MJ a la main, à moins qu'une capacité le mentionne explicitement, les joueurs ne peuvent pas faire d'action ou dépenser de ressources. Puisqu'il n'y a pas de moment d'entrée dans le combat, celui-ci commence à tout moment, au début ou au milieu d'une autre scène. Utilisez ensemble la narration pour expliquer comment les joueurs et les adversaires en viennent aux mains. Si la bataille est lancée d'un commun accord ou que les joueurs savaient que le combat était inévitable,
ils commencent leur tour en premier. S'ils se font surprendre dans une embuscade ou s'ils n'étaient pas attentifs, les ennemis auront le droit au projecteur. Cette mécanique de projecteur peut également être utilisée pendant les rencontres sociales pour arbitrer une joute verbale, mais elle est souvent ignorée pendant les narrations. Il est cependant très facile de s'imaginer qui est sous le projecteur pendant l'interaction et que la lumière va d'un personnage à l'autre. Et si la personne sous le projecteur sort son épée, le combat commence et la transition sera très facile. J'ai parlé au début de cet épisode de se déplacer à une distance proche. Et dans les équipements, on peut aussi remarquer que tous ont une portée, une distance jusqu'à laquelle l'arme ou le sort peut être utilisé. Les portées sont divisées en 6 catégories. Mêlée, très proche, proche, loin, très loin et hors de portée. Les distances sont assez abstraites pour permettre de ne pas avoir besoin de figurines et de grilles de combat. Dans ce cas, on parle de théâtre de l'esprit, là où seule l'imagination des participants est nécessaire. Il est toutefois tout à fait possible de préciser ces distances, surtout si ton groupe décide d'utiliser du matériel pour représenter les phases de combat. La mêlée correspond au corps à corps. Tu peux toucher en tendant le bras. Très proche est une distance correspondant à 2 ou 3 mètres, tandis que proche est une zone comprise entre 3 et 9 mètres. Pendant un combat, un personnage, qu'il soit joueur ou adversaire, peut se déplacer jusqu'à une distance proche de lui. S'il veut aller plus loin, il devra faire un jet d'agilité, risquant de passer la main au MJ. En cas de réussite, il pourra aller loin, de 10 à 30 mètres, voire très loin, jusqu'à 100 mètres. Mais en général, les champs de bataille n'est pas aussi grand. Les distances sont les mêmes pour les portées des armes et des sorts. Le plus souvent, une attaque ou compétence a pour but de blesser l'adversaire. Le personnage qui fait l'action fera son jet de dés qui sera comparé à l'esquive des joueurs ou la difficulté de l'adversaire. Si le score est égal ou supérieur à ce nombre, l'attaque touche sa cible et les dégâts sont calculés. Si une attaque vise plusieurs adversaires, pas besoin de faire plusieurs lancers de dés. Un seul lancer sera comparé à la difficulté, ou à l'esquive, de chaque personnage ciblé. Et le fait de toucher ou non fonctionnera de manière individuelle sur chaque cible. Pour calculer les dégâts que fait un adversaire, il faut regarder sa fiche de statistiques. Par exemple, 2d6 plus 3 signifiera qu'il faudra lancer 2 dés à 6 faces, additionner leurs résultats et ajouter 3 pour voir les dégâts correspondants. Pour un personnage joueur, les attaques utilisent la compétence du joueur, qui est indiquée en haut de la fiche de personnage. Au niveau 1, elle est de 1 et augmentera quand les joueurs augmenteront de tiers ou en gagnant certains bonus. J'expliquerai les tiers dans un prochain épisode en parlant également des équipements. Si la compétence du personnage est de 2 et que son arme ou son sort indique D8 plus 1 en utilisant la compétence, cela signifie qu'il faudra lancer 2 dés à 8 faces, additionner les résultats et ajouter 1 pour avoir les dégâts totaux. Les dégâts peuvent être physiques ou magiques. Si une créature est résistante à ce type de dégâts, elle n'en prendra que la moitié, arrondie au supérieur. Et si elle est immunisée, elle ne prendra aucun dégât. Une fois les dégâts calculés, on les compare au seuil de dégâts que l'on a inscrit sur la fiche de personnage ou la fiche de l'adversaire. S'ils sont inférieurs au premier seuil, la cible marquera 1 point de vie. Ce sera des dégâts mineurs. Si les dégâts sont égaux ou supérieurs au premier seuil mais inférieurs au deuxième seuil, il faudra marquer 2 PV. On parlera de dégâts majeurs. S'il est supérieur ou égal au troisième seuil, il faudra marquer 3 PV, qui sont des dégâts sévères. Il existe une règle optionnelle. Si jamais les dégâts sont le double ou plus que le troisième seuil, la cible devra marquer 4 PV et les dégâts seront massifs. Il ne faut donc pas hésiter à les utiliser car les compétences permettant de marquer plusieurs points d'armure sont rares. Si jamais le nombre de points d'armure est déjà égal au score d'armure, il ne sera pas possible d'en marquer plus. Certaines attaques font des dégâts directs, comme le poison. Dans ce cas, impossible d'utiliser 2 points d'armure pour mitiger les dégâts encaissés. Si pendant un combat, le dernier PV d'un personnage est marqué, le personnage est hors combat. Si c'est un adversaire, il est tout simplement mort. Il pourrait rester en vie si les personnages ont utilisé une attaque non létale, évidemment. Si un joueur marque son dernier PV, 3 options s'offrent à lui. C'est ce qu'on appelle une action de mort. Le joueur peut décider de partir en apothéose. Son personnage meurt, mais pas sans la gloire et les honneurs. Il fait une dernière action, qui réussit automatiquement. Et c'est forcément un critique. Une autre possibilité est d'éviter la mort.
Dans ce cas, le personnage tombe inconscient et personne ne peut plus l'attaquer. Il reviendra à lui quand on le soignera d'au moins un PV, que ce soit par une capacité ou par un repos long. Cependant, ce dernier coup laissera peut-être une cicatrice au personnage. Le joueur lance son dé d'espoir, et uniquement ce dé. Si le résultat est inférieur ou égal au niveau du personnage, celui-ci gagnera une cicatrice et devra perdre un emplacement d'espoir. Si le dernier emplacement d'espoir d'un personnage est perdu, il perd sa volonté d'être un aventurier et prendra une retraite bien méritée. Enfin, il est possible de tenter le tout pour le tout et de lancer les dés de dualité. Si le dé d'espoir est supérieur, le personnage reprend ses esprits et efface le nombre indiqué sur le dé d'espoir réparti entre ses PV et son stress. Si les dés de peur est supérieur par contre, le personnage passe l'arme à gauche sur le coup. En cas de succès critique, le personnage récupère tous ses PV et son stress et repart au combat frais et dispo. N'hésite pas à jouer la mort ou le fait d'éviter la mort de ton personnage de manière narrative, que ça soit au milieu du combat ou après. Il est tout à fait possible de ressusciter un personnage dans un monde magique, mais ce n'est pas forcément à la portée du premier mage venu. Dernier point lié au PV et à la mort, votre personnage a une dernière ressource, qui est le stress, et qui peut être dépensée pour activer certaines capacités. Et cette ressource est disponible chez les joueurs comme chez les adversaires. Sans emplacement de stress disponible, impossible de les activer. Il est également possible de forcer une créature à marquer un stress, ce qui peut limiter ses actions. Mais si un personnage est forcé de marquer un stress alors qu'il n'en a plus de disponible, il doit marquer un PV à la place. De quoi se rapprocher un peu plus de la mort. D'autant plus que ce PV perdu ne peut pas être diminué par un point d'armure. Tu sais maintenant comment te battre dans Daggerheart. Une fois le combat fini, reprends ta scène avec les autres joueurs de manière narrative et poursuivez ensemble votre aventure. Dans le prochain épisode, je te présenterai les différents domaines ainsi que les classes présentes dans les règles de base pour t'aider à construire le personnage qui te correspond. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun épisode de À l'âmes égales. À bientôt et que tes prochains jets soient pleins d'espoir.